Bienvenue les Fortis, bienvenue sur la toile pour la seconde partie de cette émission consacrée au plus célèbre des cannibales, Hannibal de son petit nom. On a déjà beaucoup parlé dans la première partie de cette émission, et on en était où déjà ? Alors, Dino De Laurentiis à la production, c'est la garantie d'une chose, c'est qu'on laisse pas passer un succès. 2001, Hannibal, 2002, Dragon Rouge, une nouvelle adaptation. Évidemment, Dino De Laurentiis, sa femme, sa fille, toute sa famille, ils sont pas les derniers à presser le citron jusqu'à la dernière goutte. Donc on y va, on remet le couvert. Anthony Hopkins est à nouveau là. Forcément, Hannibal, c'est lui à ce moment-là. Secondé par Edward Norton. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. Et pourtant, on le doit à Brett Ratner. Alors, Brett Ratner, je sais, l'opprobre populaire est contre lui en permanence. Vous en avez sans doute entendu parler. Vous qui êtes sur cette chaîne, vous avez entendu parler de Brett Ratner. Vous savez qui c'est. Je pense que si on cherche un synonyme de Yes Man à Hollywood, on tombe sur le nom de Brett Ratner. Il est réputé pour ça. Et pourtant, il a une mise en scène plutôt classique, plutôt élégante. Je trouve que c'est pas un mauvais réalisateur. Il n'est pas forcément sur de bons projets, mais en tant que metteur en scène, il est plutôt correct. Brett Ratner, la trilogie Rush Hour, je suis désolé, elle se défend, avec Jackie Chan, c'est super sympa. C'est un buddy movie dans la tradition, vraiment chouette. Brett Ratner, il s'était fait défoncer pour son 3e X-Men. Il est pas magnifique, on va pas se mentir, mais c'est un petit film de super-héros. Et franchement, ça se défend, quand vous le revoyez aujourd'hui, il y a quand même quelques belles séquences avec le Juggernaut, des choses comme ça, avec Pyro, il y a quand même quelques très belles séquences. C'est un film que je trouve plutôt attachant, pas un grand X-Men. Alors moi je suis pas attaché fondamentalement à la saga X-Men, faut dire aussi que je vais voir ces films un petit peu comme ça. Je le trouve plutôt sympa, même si je sais qu'il est unanimement conspué. Et puis Brett Ratner, c'est aussi Hercule avec The Rock, Dwayne Johnson, que je trouve plutôt réussi. Là encore une déception pour moi en salle quand je l'avais découvert. Hercule, j'avais pas aimé trop cette variation autour des exploits d'Hercule. Et puis finalement en le redécouvrant une fois, puis 2 fois, j'ai appris à l'apprécier. Il est très très sympa ce film, et il en donne toujours plus aux spectateurs. Bref, une bonne grosse péloche d'action hollywoodienne en costume. Je trouve ça plutôt sympa. Donc Brett Ratner, c'est pas un mauvais réalisateur, et il est jamais meilleur que quand il met la pédale douce un peu sur les effets de style. Là, il livre une péloche classique, au sens le plus noble du terme, un film vraiment classique qui a plus à voir d'ailleurs avec Le Silence des Agneaux qu'avec Hannibal. On se retrouve plus dans un récit, un thriller, qui cherche pas les effets chocs, qui cherche vraiment à mettre en avant un tueur magnifiquement campé par Ralph Fiennes, qui s'en donne à cœur joie. Il y a vraiment là aussi une belle ambivalence chez ce tueur, dans cette espèce de relation d'amour qu'il a à un moment. Enfin, c'est très particulier comme film. Edward Norton, il est impeccable, comme toujours. Bref, ça le fait. Si vous cherchez un thriller vraiment dans la veine du Silence des Agneaux, je pense que c'est à peu près, de tous les suiveurs qui ont suivi ce grand film, l'un de ceux qui tient le mieux la route. C'est un énorme succès au box-office, là encore un beau succès au box-office, donc inutile de le dire qu'une nouvelle fois tout le monde s'en met plein les fouilles. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On va voir Thomas Harris. Thomas Harris, je vous l'ai dit, 6 livres écrits dans sa carrière, 4 consacrés à Hannibal Lecter. En 2006, il nous livre, non pas une suite comme on aurait pu s'y attendre, mais une préquelle, Hannibal Rising 2006 en bouquin, 2007 sur les écrans. Est-ce un grand film ou pas ? C'est un film que j'ai toujours bien aimé. Alors moi, je l'ai précieusement en Director's Cut ou version longue. La différence est parfois subtile. C'est une version longue ou un Director's Cut, je sais plus, qu'on doit de toute façon à Peter Weber, ce film. Peter Weber, c'est loin d'être un grand réalisateur. Pour le coup, il a pas fait grand-chose. C'est pas méchant de ma part, c'est vraiment qu'il a une petite carrière. Voilà, c'est pas sur son nom qu'on va capitaliser. Par contre, le film se tient. Je trouve qu'il est clairement découpé en plusieurs chapitres. La 3e partie est clairement la plus faible, c'est-à-dire ce moment où Hannibal se met un petit peu en mode justicier et va traquer ses tortionnaires en les abattant les uns après les autres. Voilà, ça fait un petit peu genre j'arrive, je les dessoude à un rythme régulier de la péloche, mais j'aime beaucoup ce film. Alors on peut toujours discuter du fait de savoir si c'est intéressant de se plonger dans la jeunesse de certains personnages, d'aller chercher les origines du mal, comme ça on avait déjà eu cette discussion sur cette chaîne. Je sais que vous, pour la plupart, vous y êtes assez opposés, vous aimez bien un peu le mal nimbé de mystère, vous aimez pas qu'on vous fasse une préquelle à The Thing, vous aimez pas la préquelle de Rob Zombie, enfin la fausse préquelle, remake de Rob Zombie, parce qu'on va plonger un petit peu dans l'origine de Michael Myers. Moi, je trouve que ça donne souvent des tentatives assez réussies, et puis finalement, je suis assez friand de ça, je dois vous dire. J'aime bien comme ça, quand on éclaircit un petit peu des zones d'ombre. Libre à nous de les ignorer, ces films, mais moi, je les trouve plutôt réussis. Et ce Hannibal Rising, pour le coup, remplit le cahier des charges. C'est Thomas Harris quand même qui s'en charge lui-même, donc il est à même de nous raconter la jeunesse de son personnage. Pour le coup, on va humaniser Hannibal de plus en plus. Là, on raconte quand même l'origine de son trauma. Donc, en quelque sorte, toute proportion gardée, on justifie ses actes. Alors, difficile de justifier des actes de cannibalisme d'un psychopathe qui est capable de tuer un flûtiste parce qu'il a gâché le concert.
mais malgré tout, on comprend un petit peu plus le personnage, le trauma qu'il a vécu. On lui donne même une love story, une espèce d'histoire d'amour avec Lady Murasaki, qui est magnifiquement interprétée par Gong Li, sublime comme toujours. Il y a plein de bons acteurs, Rai Sifans, qui a une gueule très particulière, qui est vraiment très très bon dans ce film. Et pour le coup, Gaspard Ulliel, le regretté Gaspard Ulliel, qui, en toute honnêteté, je pense pas qu'on aurait pu choisir un meilleur acteur pour interpréter Hannibal jeune. Il a cette petite gueule de beau gosse qui va très très bien au personnage, et surtout il essaye, ça se sent, hein, il essaye de répliquer un petit peu les mimiques d'Anthony Hopkins, donc la filiation se fait bien. C'est vraiment un bon film. Tout simplement, très très bon film à redécouvrir toute urgence. Je sais qu'aujourd'hui, tous les gens mettent sur un piédestal Le Silence des Agneaux, et c'est normal, c'est un magnifique film, mais enfin, c'est une saga qui ne démérite pas. Les films sont bons dans l'ensemble, tous les films sont bons. J'aime moins Manhunter, hein, je le mets de côté, mais je trouve que tous les films sont méritants. Ce Hannibal Rising ne démérite pas, malgré le fait que la critique l'accueille assez fraîchement, c'est rien de dire, et pour une fois, le box-office ne répond pas. C'est la plantade. À l'époque, en tout cas, le film ne marche pas du tout. D'ailleurs, Thomas Harris le dit lui-même, il y a une fatigue. Les spectateurs n'ont pas forcément envie d'Hannibal Lecter, le livre marchote, le film ne marche pas trop, donc bref, Hannibal Lecter, c'est fini. Et pourtant, entre 2013 et 2015, une tentative à la télévision. Bah ouais, ça se fait bien, en série, on essaye de réadapter un petit peu les premiers méfaits d'Hannibal, qui prend les traits alors de Mads Mikkelsen. Choix de génie. Hugh Dancy dans le rôle de Graham, Mads Mikkelsen dans le rôle d'Hannibal Lecter. Franchement, ça le fait. Quel acteur que Mads Mikkelsen. Et alors là, il fait tout passer. Il s'approprie cet héritage. D'ailleurs, pour la petite histoire, Hugh Dancy, qui interprète Graham, avait postulé pour le rôle d'Hannibal. Dans l'un des films, je crois que c'était pour Hannibal Rising, il avait postulé pour le rôle d'Hannibal jeune, et puis finalement, il se retrouve à jouer Graham dans la série. C'est assez marrant. Pour le coup, Mads Mikkelsen, il s'approprie ce personnage, et c'est une série que je trouve absolument incroyable. Mais visuellement, c'est vraiment ce que j'ai vu de mieux à la télé. C'est superbe en tout point. Alors bien sûr, les transfuges du grand écran, ceux qui étaient jadis des stars du cinéma en réalisateur, viennent prêter main forte, hein, comme sur toutes les séries américaines. Et on se retrouve avec des épisodes réalisés par Neil Marshall, par Vincenzo Natali, le mec de Cube. Alors il a fait d'autres choses, mais Cube, c'est de ça dont on se souvient. John Dahl, James Foley, qui sont de très très bons réalisateurs, qui seront jamais premier plan. De toute façon, maintenant, ils ont fini leur carrière. Mais pour le coup, qui ont réalisé de très bons films noirs, on reparlera d'eux sur cette chaîne forcément. Donc c'est pas étonnant que cette série soit une réussite. Il y a un catalogue d'acteurs, d'actrices qui viennent prêter main forte. Laurence Fishburne, Gillian Anderson des X-Files, l'agent Scully. Et c'est vraiment une réussite. Visuellement, c'est un délice de chaque instant. Et je parle pas des plats qui sont préparés, qui sont mis en scène, on peut dire, par de très grands cuistots qui vous livrent des plats absolument magnifiques. C'est une série qui est toute en élégance, et alors pour le coup, Mads Mikkelsen fait bien passer le côté dangerosité. C'est très beau de voir Graham qui vient se confier à Hannibal qui se joue de lui. Il y a des meurtres très graphiques, mais quoi de plus cinégénique que des meurtres mis en scène comme ça. Enfin, c'est absolument incroyable que cette série, si vous êtes passé à côté, et c'est possible, vous pouvez la rattraper maintenant en Blu-ray. Il existe de très très beaux Blu-ray. C'est une magnifique série, encore une fois, avec un beau rythme. On pourrait lui reprocher de s'éloigner un petit peu du matériau original, mais elle a le mérite quand même de s'intéresser au premier méfait d'Hannibal, donc au début de l'histoire. Donc on va pas trop flirter du côté de Clarisse, Silence des Agneaux, on reste vraiment sur le début, et en soi, la série se tient. Cette conclusion un petit peu de la 3e saison est un petit peu poétique. On peut s'arrêter là. Moi, s'ils sortent une 4e saison, hein, je suis preneur. Hein, take my money, j'arrive tout de suite. Mais si ça s'arrête là, s'il n'y avait jamais de suite à cette série, ben voilà, on peut s'en contenter comme ça. Je suis pas sûr franchement qu'il y ait une suite à cette série, mais on sait jamais. Hein. Aujourd'hui, peut-être que Netflix ou n'importe quel gros service de stream pour faire un coup serait capable de remettre le couvert. La série a quand même acquis un petit statut culte qui est vraiment justifié. Il y a des scènes, moi, qui m'ont gravé la rétine que j'ai jamais oublié. J'ai vu la série une fois, je vais la revoir très certainement. Il y a des scènes qui sont absolument incroyables. Vous êtes accroché avec les personnages, et ça, c'est pas tout le temps que ça arrive. Vous êtes vraiment au plus près des personnages, vous n'avez pas envie qu'il leur arrive du mal, mais quand par exemple la jeune inspectrice se trouve à la fin de la première saison face à Hannibal dans un sous-sol sombre, là, la scène est... Quelle mise en scène! Je veux dire, vous avez peur pour elle, vous avez envie de lui dire mais fais demi-tour, va-t'en. Et c'est ça que je recherche moi dans des séries, dans des films, c'est vraiment cet investissement émotionnel qu'il y a totalement dans cette série. Et l'histoire s'arrête là. Y aura-t-il un jour une suite aux aventures d'Hannibal? Ben je le souhaite vraiment. Ceci dit, Thomas Harris, 83 ans, il a sorti un livre assez récemment, Kerry Mora, en 2019, qui n'a rien à voir avec les aventures d'Hannibal Lecter. D'ailleurs, c'était le premier livre qu'il écrivait en 44 ans.
dans lequel ne figurait pas le personnage de Lecter. Donc c'est dire s'il a bâti sa carrière sur un seul personnage. Hein, je vous dis 6 livres, 4 avec Lecter. Le dernier n'a rien à voir, c'est une histoire de trafic. Enfin, ça a l'air d'être un peu plus de l'ornier, un peu plus du côté du thriller, du polar. Ça a l'air vraiment pas mal, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais pour le coup, Thomas Harris, 83 ans, est-ce qu'il trouvera à nouveau la ferveur, à nouveau l'envie de s'attaquer au personnage de Lecter et de lui offrir la fin qu'il mérite? Je sais pas. Moi, franchement, j'en meurs d'envie. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il advient de ce personnage. J'adore la fin d'Hannibal. Hein. J'espère que vous l'avez vu. Attention spoil, mais à la fin, quand même, il se coupe la main. Que va devenir ce personnage? J'aimerais bien avoir une conclusion à cette espèce d'histoire d'amour contrarié, cette espèce d'histoire malaisante entre Starling et Hannibal, parce qu'il s'agit vraiment d'une histoire d'amour, à contre-courant de tout ce que vous pouvez voir, mais il lui offre des souliers, il lui met des belles chaussures, il lui donne une belle robe, il veut qu'elle soit élégante. Je pense qu'il s'est épris totalement, autant qu'un cannibale peut s'éprendre d'une femme, de Clarice Starling. Donc j'aimerais bien voir une conclusion à cette histoire. Aujourd'hui, Anthony Hopkins, il a 86 ans quand même, donc le compteur tourne. Non pas que je lui souhaite pas une longue vie, mais il y a un moment, de toute façon, il aura peut-être plus trop envie de jouer l'acteur, mais il est encore temps. Moi, souvent, je lis les entrefilets dans les news en espérant tomber sur Hopkins signe pour un nouveau Hannibal. Et pourquoi pas? Après, on a le choix, hein. On peut choisir Julianne Moore, on peut faire revenir Jodie Foster. Elles ont toutes les deux la carrure qu'il faut pour interpréter ce personnage, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est juste que, honnêtement, plus le temps passe, et moins on a de chance de voir un jour une conclusion à cette histoire. J'aimerais vraiment, plutôt qu'un reboot éventuel ou n'importe quoi, franchement, j'aimerais vraiment voir une conclusion aux aventures d'Hannibal. Si vous aussi, ce personnage vous manque, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous êtes encore là, que vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce, ça passe bien, ça me fait très plaisir. Ça me fait tout autant plaisir de lire vos commentaires d'ailleurs. On n'est pas encore très nombreux sur cette chaîne. Hein. Je peux vous répondre, échanger avec vous. Des fois, vous me faites découvrir des choses, vous me faites réévaluer certains projets. Je peux que vous dire merci. Merci d'être là, c'est grâce à vous que 40 Something existe. Et j'espère donc que cette émission vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres émissions. Je sais, le rythme, il est un peu erratique. Mais c'est l'été, il fait chaud, je peux pas toujours tourner. Je vais essayer de revenir à un rythme un peu plus régulier. Là, il y a des choses en plus qui sortent. Hein. Deadpool Wolverine que j'ai déjà vu, il y a le dernier Shyamalan, il y a le dernier Alien, et il y a le concert d'ACDC auquel je vais assister demain soir. Bref, il y a des raisons de se réjouir. J'espère que vous aussi, vous avez des raisons de vous réjouir. En attendant de se revoir, je vous dis, comme d'habitude, profitez de tout, éclatez-vous, sans limitation aucune. Et je ne peux que vous dire, comme à chaque fois, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!